Elles sont les sentinelles de la biodiversité. Bienvenue dans le monde des abeilles. L'équipe de Contre-champ s'est installée au laboratoire d'entomologie du Centre wallon de recherches agronomiques. L'importance des abeilles, non seulement pour la diversité, mais aussi pour notre vie quotidienne. Nous en parlons avec notre invité, Louis Autier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du laboratoire d'entomologie ici au CRAW. Les abeilles sont-elles véritablement menacées aujourd'hui ? Oui, on observe un déclin des abeilles, pas seulement des abeilles mellifères, mais également donc, des abeilles sauvages en Belgique, mais aussi en Europe. Et donc, c'est vraiment un problème en fait pour la pollinisation, pour le service de pollinisation. Et ce déclin est multifactoriel. On peut penser aux pesticides, mais il y a également différentes maladies. Par exemple, chez les abeilles mellifères, elles peuvent être impactées donc, par des virus, des bactéries, par des parasites comme la varroa ou un prédateur comme le frelon asiatique qui est en train d'envahir notre région. Alors, l'importance des abeilles pour notre biodiversité, expliquez-nous pourquoi sont-elles si importantes en fait ? Pourquoi elles sont si importantes ? Parce qu'elles participent en fait à la pollinisation de nombreuses plantes à fleurs. Et donc, elles maintiennent ainsi notre biodiversité, mais également pour des cultures entomophiles comme les fruitiers, les pommiers, poiriers, cerisiers. Il y a aussi la culture de fraises. Et donc, cette pollinisation va assurer à la fois donc, des rendements, donc c'est en quantité, mais aussi en qualité. La conservation des fruits est influencée en fait par la pollinisation. Pas de bonnes pommes, pas de bonnes poires, pas de bonnes fraises, sans abeilles. Sans abeilles, c'est clair. Elles apportent une plus-value dans la production et on a pu la chiffrer à hauteur donc, de 250 millions d'euros pour la Belgique, en fait, de ce service de pollinisation rendu par les pollinisateurs. Alors ici au CRAW, vous avez votre propre rucher, vous élevez vos propres abeilles. Quelles sont les études que vous menez sur ces animaux ? On va dire domestique, parce que finalement, c'est vous le maître de ces abeilles, hein, quelque part. Je ne dirais pas domestique, parce que je ne les conduis pas, je ne les guide pas où elles vont butiner. C'est elles qui choisissent en fonction donc, des ressources disponibles et de leurs besoins. Mais donc ici, ce qu'on fait comme étude, c'est à la suite donc, de deux projets, donc, le projet Bicine et le projet Polby, où on a essayé donc, d'identifier les facteurs de stress qui sont observés dans les ruchers, donc que ce soit les pesticides ou les ressources nutritionnelles. Et actuellement, donc, on se lance dans une série de tests pour essayer de mieux comprendre l'effet donc, des stress qui sont identifiés. Ça peut être donc, des cocktails en fait, de pesticides, des mélanges de fongicides, insecticides ou des problèmes de ressources nutritionnelles. Et on ne s'adresse pas uniquement à l'effet létal, mortel, mais également à des effets sublétaux. Donc ça veut dire des modifications de la physiologie de l'abeille. Ça peut être des perturbations du développement des glandes hypopharyngiennes, c'est les glandes qui produisent la gelée royale chez les nourrices, ou des perturbations au niveau du contenu en protéines, donc de l'hémolymphe. Voilà ce type d'études qu'on est en train de mener actuellement. Comment vous faites pour suivre l'évolution des populations d'abeilles ? Eh bien, on a plusieurs moyens. Pour l'abeille mellifère, on pratique notamment par une enquête à la sortie de l'hiver, une grande enquête, c'est l'enquête Colosse, qui est menée conjointement avec le CARI, les associations d'apiculture, donc la Fédération apicole belge, et du côté ici wallon, mais également du côté flamand, ce qui nous permet en fait d'avoir des données de mortalité d'année en année sur un grand nombre en fait de ruchers. Et ces enquêtes est aussi réalisées en Europe de manière très standardisée, donc ça nous permet en fait d'obtenir des données comparables d'année en année. Alors on voit aussi dans ce laboratoire des incubateurs, des cagettes également, dans lesquelles vous emprisonnez les abeilles. Oui. Quelle sorte de recherche menez-vous ici ? Mais donc, dans ces cagettes, on va mettre les abeilles par groupe de 10 à 20 abeilles et on va donc les exposer avec un sirop contaminé ou avec du pollen contaminé. Et on va suivre en fait à la fois la mortalité, mais également donc, différents paramètres, donc le contenu en protéines de l'hémolymphe, le développement donc, des glandes hypopharyngiennes. Et on s'intéresse surtout maintenant aux effets chroniques, donc des expositions à des très faibles doses, contrairement à des effets aigus en fait, où l'abeille est exposée à une grande dose. Une seule dose, en fait. Ouais. Alors, pardonnez ma question un peu naïve, mais les agriculteurs ont besoin
des abeilles, la biodiversité a besoin des abeilles, les agriculteurs ont besoin des pesticides également pour protéger leur plantation. Comment est-ce qu'il est possible de gérer ce paradoxe quelque part? Je dirais le besoin de pesticides, ça change parce qu'on passe vraiment maintenant avec une lutte intégrée où normalement les pesticides arrivent en dernier lieu et on aurait utilisé toutes les méthodes préventives et on se sera basé aussi sur les systèmes d'avertissement pour agir, intervenir, donc vraiment quand il faut. Et ce qui est important, c'est de tenir compte que l'abeille peut être présente en fait dans des cultures qui attirent les abeilles, mais également elle peut se trouver dans le bord des cultures. Donc il y a aussi un effet de contamination qui peut se produire par la dérive. On a aussi le problème de certains produits systémiques qui sont mobilisés par les cultures intercalaires pièges à nitrate, comme la moutarde ou la facélie, qui fleurissent en automne et qui exposent en fait les abeilles à des très faibles résidus de pesticides. En tant que particulier, en tant que citoyen soucieux de la biodiversité, comment puis-je venir en aide aux abeilles, très concrètement? Alors, comment venir en aide pour les abeilles? C'est d'installer en fait des ressources dans son jardin qui pourront profiter en fait aux abeilles, euh, notamment, et puis aussi en faisant attention aux produits que l'on utilise dans le jardin. Notamment, il existe encore certains insecticides pour les particuliers qui peuvent être toxiques en fait pour les pollinisateurs. Donc faire attention en tant que citoyen aux plantes, Oui. aux Oui, outils oui, oui. qu'on utilise Donc assurer le gîte et le couvert, notamment aussi pour les pollinisateurs sauvages, où on peut installer en fait des nichoirs pour ces abeilles sauvages, mais vraiment faire attention aux ressources qu'on installe dans son jardin et essayer de choisir donc des ressources qui sont profitables, des ressources indigènes profitables pour les abeilles. Merci Louis Autier pour vos explications. Effectivement, encourager, protéger les abeilles, c'est un travail citoyen et certains se mobilisent pour construire des ruchers, pour installer des colonies et même apprendre à faire du miel. Juste avant d'accueillir notre second invité, je vous invite à regarder ce reportage de nos confrères de Matélé, la construction justement d'un rucher citoyen dans la région de Ciney. Dans ce verger public en périphérie de Ciney, se dresse depuis quelques jours cette structure en bois. À la manœuvre, des élèves en menuiserie de l'école cinassienne des Forges, ils fixent, en cette matinée grisâtre, les derniers panneaux du plancher. Ils sont quand même assez fiers de ce qu'ils font, franchement, et quand on va voir le résultat final, je pense qu'ils seront tous contents d'y avoir participé. Il reste le bardage, il reste des cloisons intérieures, des portes et un petit escalier, voilà, des finitions sympathiques, mais espérons avec un meilleur temps. Les élèves ont pour mission de terminer les travaux pour l'arrivée du printemps, période choisie pour installer 8 ruches dans ce nouvel abri. Les abeilles profiteront donc du verger environnant pour butiner, un cadre idéal de travail. On est au milieu d'un verger, donc les abeilles pourront profiter des arbres et les arbres de leur pollinisation. Les 5 ruches qu'on a pour le moment sont dans la région de Chevetogne. On prépare cela depuis environ un an. Et donc on espère le plus vite possible, d'ici 2-3 semaines, que les ruches soient dans le rucher. William ainsi que 2 autres apiculteurs veilleront sur ce nouveau rucher qui aura la particularité d'être citoyen. Sur base de candidature, des cinassiens seront formés au b.a.-ba du métier d'apiculteur et pourront ainsi récolter une partie de la production de miel. On a d'abord, dans un premier temps, communiqué aux 2 quartiers voisins, c'est-à-dire le Pont d'Ire et le Tienne à la Justice. On leur a proposé de participer. Là, on a eu beaucoup de candidatures de gens qui ont envie de s'initier à l'apiculture, avec quelques séances théoriques et puis des séances pratiques encadrées par des apiculteurs chevronnés. La commune de Ciney consacre un budget de 7 000 € pour la création de ce rucher citoyen. Des citoyens qui peuvent être rassurés quant au fait de voir débarquer dans quelques semaines des abeilles en nombre dans ce quartier de Ciney. Les abeilles ne représentent pas de danger si on les laisse faire leur boulot en toute tranquillité. Retour au laboratoire d'entomologie du CRAW à Gembloux en compagnie de notre second invité. Bonjour Godelieve Willekens. Bonjour. Vous êtes apicultrice à Ligny depuis 25 ans, un quart de siècle, me disiez-vous. Ça a démarré comme une passion au départ, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'apiculteur est devenu une véritable vocation citoyenne? Je crois que si on est apiculteur, c'est pour aussi aider les jeunes qui ont envie de faire de l'apiculture à avoir une formation complète et à faire passer tout ce que nous, on a pu apprendre
en théorie et en pratique. Vous transmettez hein, tout votre savoir-faire à des jeunes depuis de longues années. Pourquoi c'est important pour vous? Je trouve que l'apiculture n'est pas quelque chose de facile. Vous pouvez lire tant que vous voulez plein de choses, il faut pouvoir le pratiquer. Et nous, moi j'aime bien, et mon mari aime bien ça aussi, et être dans les ruches et pouvoir montrer et faire comprendre la vie de la ruche, moi je trouve que c'est chouette. On en a parlé tout à l'heure, les abeilles sont en voie de disparition, en tout cas elles sont menacées. Est-ce que vous ressentez ça au quotidien dans votre rucher? Oui. Et en fait, nous avons plusieurs ruchers et nous avons essayé de les installer dans des endroits un peu protégés, dans un bois, dans un parc, loin des grandes cultures en tout cas. Très concrète aussi, si on veut se lancer dans l'apiculture, si on est simple citoyen et qu'on a envie de s'engager dans cette passion, quels conseils donneriez-vous? De ne pas se lancer comme ça. Il faut au moins avoir une information. Si on ne sait pas suivre un cours, au moins de faire du compagnonnage, parce qu'il y a des apiculteurs qui prennent en charge des gens qui voudraient se lancer. Mais bien souvent, ces personnes-là, quand elles ont été en compagnonnage, elles se rendent compte qu'un cours théorique, c'est aussi important. Donc, voilà. On va parler du miel maintenant, hein, parce que voilà, c'est forcément le produit des abeilles. Vous en avez amené quelques pots ici, on voit les différentes couleurs. Comment d'abord expliquer les différentes couleurs du miel? En fait, ce sont les fleurs butinées qui donnent la couleur. Là, vous avez le deuxième pot qui est très clair, qui est un miel de saule, et qui aurait pu être un miel de colza, parce que le colza donne un miel blanc ainsi. En fait, comme on est sous label, on est Promiel, on est obligé de faire des analyses. Donc, les analyses permettent de voir exactement les fleurs qui ont été butinées. Et ainsi, ce miel blanc a été analysé, miel de saule. Mais dans ce miel-là, il y a des fruitiers, il y a du colza, mais majoritairement, c'est le saule qui apparaît. Donc, il a été étiqueté miel de saule. Et alors, le goût, la saveur, différent? Alors, le miel de printemps, surtout miel de colza, miel de saule, c'est un miel très, très doux. Un miel, quand il a été travaillé, un peu crémeux, facile à prendre, même pour des gens qui n'aiment pas le miel. Quand ils ont goûté ce miel-là, c'est tellement, on va dire, choco blanc, là, c'est facile à prendre, c'est doux. L'année dernière, on a eu 2 miellas. Le miella provient en fait du fait qu'il fait très chaud et que les abeilles recherchent du nectar partout où elles peuvent. Et quand il fait chaud, le nectar sèche et donc ça devient plus difficile. Et donc, elles profitent du fait qu'il y a des pucerons qui vont attaquer les feuilles, les branches, et elles sucent ce que les pucerons ont commencé à prendre dans les pins, voilà. Et donc, le changement climatique modifie nos miels. J'ai 2 miellas, alors que le miella ne se retrouve pas aussi présent normalement en Belgique. Merci beaucoup, Godelieve Wilkens, de nous avoir parlé de votre passion. Et je sais que dans quelques semaines, vous allez faire la récolte. Oui, mois de juin. Du mois de juin, voilà. On y est presque. Vous êtes propriétaire du rucher des 3 provinces à Ligny. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Contre-champ. Je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes.